Alors, c'est jamais un sujet facile. On comprend, Carl, c'est une idée que de la santé et sécurité, c'est un élément fort important chez les employeurs. Alors, on veut garder notre main-d'œuvre en santé, on veut prendre tous les moyens. Comment on fait, Carl, par rapport aux obligations ou de façon générale, pour savoir si l'employé qui travaille dans son domicile a de façon optimale tous les moyens là, pour préserver sa santé et sécurité, parce que je n'ai pas nécessairement le même lien avec lui, je ne le vois pas tous les jours, et puis je me soucie là, que ces éléments-là soient respectés parce qu'il y a une obligation de l'employeur et il y a également une obligation du travailleur. Alors, bonjour Carl, et puis on vous écoute avec beaucoup d'enthousiasme parce que le sujet est... Oui, bonjour Caroline, merci pour la présentation d'abord et bonjour à tous. Déjà, Caroline, vous avez mentionné des points fort pertinents, là, étant donné que c'est une dynamique très particulière. Les faits que les employés travaillent à partir de leur domicile, pas à partir des bureaux, mais c'est vraiment des points qu'on va couvrir tous les deux d'ici la prochaine demi-heure. Vraiment, je vais faire ma présentation, là, mais si vous voulez intervenir, là, vous avez des commentaires ou questions au fur et à mesure, ça va rendre ça plus dynamique. Alors, surtout, n'hésitez pas. Et maintenant, je vais partager mon écran pour une présentation. C'est pas très long. Alors ça, c'est toujours ce qu'il y a de plus complexe, le partage oui. d'écran. Entre-temps, pendant que vous faites ça, Carl, j'invite les gens, je vois là, dans le chat les questions. S'il y a des questions particulières, vous n'hésitez pas à les poser. Puis vous pourriez également me les poser suite à la présentation s'il y a des détails là, plus particuliers là, qui vous ont interrogé pendant la présentation de Carl. Caroline, est-ce que vous voyez la présentation? Très bien. Parfait. Alors, sans plus tarder, lançons-nous. Le sujet était déjà annoncé, le sujet intéressant de la santé et la sécurité dans le contexte du télétravail. Vous avez déjà donné une courte introduction, Caroline. La question qu'on se posait tous les deux, Caroline et moi, quand on en a discuté cette semaine, c'est vraiment, est-ce que la santé et la sécurité du travail, dans le contexte de télétravail, c'est une question réellement nouvelle? Et la réponse à ça, c'est pas vraiment, puisque ça fait déjà plusieurs années qu'on effectue du télétravail au Québec. Certains employeurs reconnaissent ce privilège-là à leurs employés. Alors, ça, ce n'est pas une situation qui est vraiment nouvelle. Par contre, ce qui est nouveau, c'est qu'on s'intéresse davantage à la question au niveau du droit applicable, des relations de travail, des relations avec les employés. Et probablement, bien, en fait, c'est bien entendu, étant donné que depuis le début de la pandémie, pour les raisons qu'on connaît, le télétravail en raison des décrets et autres a été fortement accentué. Je pense qu'aussi en parallèle, il y a le fait que la loi sur les accidents du travail, les maladies professionnelles et la loi sur la santé et la sécurité du travail sont réouvertes par le projet de loi 59. Alors, ça fait en sorte également qu'on jette un coup d'œil de plus près à ces lois-là, mais comme on disait, sur une situation qui n'est pas nécessairement nouvelle. Brève introduction sur la loi sur la santé et la sécurité du travail, LSST, à laquelle je vais référer. Petit commentaire avant d'entrer dans le vif du sujet. Étant donné qu'on a un temps d'une demi-heure, 40 minutes aujourd'hui, il y a quand même beaucoup d'aspects importants et intéressants à couvrir. On va se limiter à la loi québécoise, qui est la LSST. Il y a probablement parmi nous des représentants d'entreprises de compétences fédérales, donc pour lesquels le Code canadien du travail s'applique. Ceci étant dit, s'il y en avait parmi nous, vous allez quand même pouvoir tirer des recommandations pratiques et également au niveau du droit, vous allez voir que vous pourrez tirer et appliquer dans le milieu de travail. Vous le savez probablement tous déjà, l'objectif de la LSST, c'est l'élimination à la source des dangers pour la santé, la sécurité et l'intégrité physique des travailleurs. C'est l'article 2. Mais ce qui m'intéresse surtout de souligner, c'est que cette loi-là existe depuis 1979 et, comme vous pouvez lire sur la présentation, elle a été conçue dans un contexte d'organisation traditionnelle, entre guillemets, du travail. Et je m'explique. La loi a été rédigée avec l'esprit davantage du travail qui s'effectuait dans des bureaux, dans des usines, sur un chantier de construction ou d'autres lieux de travail, mais certainement pas dans un contexte de télétravail.
Alors, la meilleure preuve à cet égard, c'est que nulle part dans la loi, qui est assez volumineuse puis qui contient de nombreux règlements d'application, mais nulle part on ne traite de la réalité du télétravail. Bon, ceci étant dit, comme je vous disais, Caroline et moi avons eu la chance de se concerter un peu sur la question. Ce qui nous apparaît clair, c'est que le télétravail est tout de même couvert par la LSST. Sans trop vouloir aller dans les détails aujourd'hui, il y a une notion qui est dans les définitions de la LSST, qui est celle de lieu de travail. Et vous pouvez voir la définition ici, puis c'est la première partie qui est intéressante, surtout, vous allez voir, c'est très large et de sorte à couvrir la situation du télétravail. On parle d'un endroit où, par le fait ou à l'occasion de son travail, une personne doit être présente. Alors, pour nous, c'est clair que l'employé, le travailleur qui travaille de son domicile est présent sur un lieu de travail au sens de la LSST. Et un autre aspect de la loi qui vaut la peine d'être souligné. Je comprends, Carl, en fait, que tous les endroits, puis que ce soit à la maison, que ce soit au café, sur la rue, etc., c'est à l'occasion du travail. Alors, je suis couvert et ça devient d'une certaine façon mon lieu de travail. Tout à fait. Pendant que le seul ajout que je ferais est que c'est à l'occasion du travail, donc au moment où le travailleur effectue sa prestation de travail, mais tout à fait, ça peut pas nécessairement juste être le télétravail, mais c'est une définition qui est très vaste et qui peut s'appliquer à une panoplie. Je donne un exemple, et je ne veux pas ouvrir une parenthèse trop longue, mais ça pourrait même être à la limite, en fait, je vous confirme, ça peut être un travailleur qui travaille dans un autre établissement d'un autre travailleur. Également, et ça m'amène à parler à la notion d'établissement qui est vraiment fondamentale sous la LSST, et qui est au cœur de la LSST, puis on parle vraiment de l'établissement de l'employeur, alors sur lequel il a autorité, il a un contrôle, il exerce un contrôle effectif, et le constat qu'il faut faire, c'est que quoique le télétravail peut être considéré un lieu de travail, le télétravail, clairement, n'est pas un établissement, puisqu'il n'est pas sous l'autorité, le domicile, et je vais y revenir, du travailleur n'est pas sous l'autorité comme tel de l'employeur. Et vous allez voir un peu plus loin, ça va nous permettre de faire le lien à l'effet que toutes les obligations de la loi qui sont reliées à la notion d'établissement vont pouvoir être mises de côté et n'auront pas à être suivies par les employeurs pour leur main-d'œuvre qui est en situation de télétravail. Carl, peut-être c'est important à ce niveau-ci de faire une distinction parce qu'il y a deux lois. Hein. Il y a la loi sur la santé et sécurité et il y a la loi qui indemnise les blessures. Alors, je comprends que quand on parle de lieu de travail, on a une obligation, puis on en parle plus spécifiquement ici, c'est d'assurer la santé et sécurité dans la mesure où l'employeur peut le faire. Si je suis positive et que la personne glisse sur la rue, oui, c'est à l'occasion du travail, mais je n'ai pas de contrôle. Alors, ce que j'entends de vous, c'est que là où j'ai du contrôle, je dois m'assurer en tant qu'employeur que la santé et sécurité du travailleur est optimale. Et je comprends aussi que le travailleur a les mêmes obligations. Alors, lui aussi, est-ce qu'on pourrait dire qu'il y a une communication, qu'il y a des éléments clairs qu'on peut mettre en place pour atteindre les objectifs de la loi? Absolument. Et vous résumez de manière impeccable ce dont je veux traiter maintenant. Et peut-être si je prends juste un ou deux pas de recul, ici, aux deux diapositives que vous voyez, j'ai repris les obligations générales de la LSST qu'on peut lire à l'article 51. Et vous allez voir, il y en a plusieurs. Il y en a certaines qui sont relatives à l'établissement. Comme on vient un peu d'en discuter, celles-là ne sont pas pertinentes. Et là, il y a la grande question que Caroline, vous venez de soulever à juste titre, qui est est-ce que toutes ces obligations-là ici sont applicables? Prendre les mesures nécessaires pour protéger la santé. Je ne vais pas toutes les lire. Là. Si on voit on les connaît, de la page, s'assurer que les gens qui sont autour de nous connaissent un peu les obligations. Puis, bon, alors, laissez-moi dans ce cas-là passer à la réponse que tout le monde attend dans ce cas-là. Effectivement, c'est comment appliquer les obligations et quelles
de ces obligations-là s'appliquent dans le contexte du télétravail. Et donc j'y arrive et vous avez mis le doigt dessus. C'est vraiment la notion de qu'est-ce que l'employeur contrôle. Et on va arriver à la question des postiers parce que c'est un exemple récent et fort pertinent et une très bonne illustration. Alors, vous voyez, on a indiqué, c'est la notion de contrôle effectif qui est la clé pour identifier quelles sont les obligations de l'employeur. Et ce qu'il faut comprendre, c'est comme le travailleur effectue sa prestation de travail à partir de son domicile, qui est sa propriété. Je crois que, pour mon collègue qui vous présentait avant moi, on a traité que c'est un lieu bénéficiant d'une protection au niveau de la vie privée et de la liberté du travailleur. Bien, les démarches que peut prendre l'employeur sont limitées. Alors, c'est pas comme l'établissement où l'employeur contrôle effectivement l'organisation du travail et donc un contrôle effectif. C'est la manière dont je le qualifie. Et donc, au troisième point, vous pouvez voir que les obligations de l'employeur doivent vraiment être vues sous cette loupe du contrôle effectif. Alors, qu'est-ce que les employeurs peuvent faire pour répondre plus précisément, comme ils n'ont pas le contrôle comme tel du domicile du travailleur? Bien, c'est le devoir, l'obligation de l'employeur, c'est le devoir d'informer les travailleurs quant aux moyens à prendre pour travailler de manière sécuritaire de la maison. Et comme certains ont pu mentionner avant moi, la meilleure pratique, le moyen le plus efficace et simple et clair de parvenir à cet objectif-là, c'est faire une politique qui va couvrir les grandes lignes sur comment travailler de manière sécuritaire et avoir également un environnement exempt de danger pour la santé et la sécurité à la maison et qui peut s'inspirer des aspects qu'on voit et que vous connaissez, comme Caroline m'a bien rappelé à l'ordre, à l'article 51. Alors, c'est pour ça que vraiment, c'est l'outil dont l'employeur dispose, c'est d'informer, former ses employés sur les pratiques à suivre au travail à la maison. Et comme je l'indiquais, bien, la politique, c'est une chose, mais après, l'important également, c'est de l'appliquer, en assurer un suivi, puis en cas de non-respect, bien, sanctionner ceux-ci parce que possible. Et ça m'amène à parler de la question des postiers. C'est dans un contexte un peu différent parce que c'était sous le Code canadien du travail, mais je pense qu'il y a des analogies fort importantes à tirer de ça. Avant que vous abordiez la question, Carl, oui. Ce qu'on veut savoir, là, j'ai compris que l'information par rapport aux obligations là, pour assurer la santé et sécurité est importante et qu'en contrepartie, il y a aussi le travailleur qui doit prendre en compte l'ensemble de ces informations-là. Et ça, il faut le répéter, on dit à travers d'une politique, on peut le dire à travers aussi de l'information continue. Alors, on retrouve ces éléments-là. Et il y a aussi toute la question de la vie privée où on ne veut pas s'investir, où on ne peut pas nécessairement aller vérifier de la même façon. Alors, la bonne communication de ces éléments-là font en sorte qu'on minimise les risques au travail. Mais souvent, là, les employeurs me disent, ben oui, mais moi, j'ai peur, un 236, un 237, comment je vais faire la démonstration si je ne suis pas sur les lieux de travail, que j'ai fait diligence raisonnable, puis que j'ai mis tout en place pour assurer que les risques d'accident soient diminués le plus possible à ce moment-là. Bien, merci pour votre question. On va y arriver exactement dans une minute. D'abord, peut-être juste pour dans le désordre, là, vous voyez l'article 49 démontre, comme vous l'avez mentionné à juste titre, que c'est une obligation dans les deux sens. Alors oui, l'employeur d'abord a des obligations, mais le travailleur également, et c'est prévu noir sur blanc dans la loi. Et il faut en effet le rappeler dans la politique, comme vous le mentionnez, que le travailleur doit prendre les mesures pour protéger sa propre santé, sécurité, intégrité, et lui-même, à son domicile, participer à l'identification et l'élimination des risques. Avant de passer, parce que c'est vraiment pour moi l'essentiel à savoir quels sont les risques et comment les minimiser pour un employeur, ça va juste me permettre de conclure sur la question de contrôle, parce que cette décision-là, dans l'affaire de la Société canadienne des postes, donc des postiers, s'est rendue jusqu'en Cour suprême, plus haut tribunal du pays. Alors, ça vaut la peine d'en dire un mot en quelques secondes. Et c'était la question de savoir si l'employeur devait inspecter les itinéraires des facteurs et les points de remise.
Et la Société canadienne des postes, vous comprenez, a contesté, étant donné le fardeau impossible à rencontrer que la décision leur imposait. Et le paragraphe 59 de la décision, tout de suite après, on va passer au risque, mais sur la notion de contrôle, je trouve que le paragraphe 59 vaut la peine que je vous lise. Et ça parle de comment interpréter les lois en matière de santé et sécurité et l'adapter à chacun des contextes. Alors ici, nous, on peut tirer évidemment des parallèles en matière de télétravail. Et j'y vais, une interprétation imposant à l'employeur une obligation dont il ne peut s'acquitter ne favoriserait aucunement la réalisation de l'objectif consistant à prévenir les accidents et les maladies. Alors, autrement dit, nous, si on l'importe dans notre cas, si on regarde l'article 51 comme tel, qu'on ne l'adapte pas à la situation du télétravail, alors que l'employeur n'a pas le contrôle effectif sur le domicile, on ne peut pas faire la même lecture de l'article 51. Et là, on indique que ces obligations, et plus particulièrement celles d'inspection, ne peuvent être remplies par un employeur qui n'a pas autorité sur le lieu de travail. Alors, voilà ce qui confirme notre approche. Et si on va à la toute fin du paragraphe, si les lois relatives au bien-être public, on va plutôt dire de santé et sécurité, doivent généralement recevoir une interprétation large, un libellé général, comme nous, l'article 51, peut faire l'objet d'une interprétation plus étroite si l'on veut éviter d'arriver à une absurdité. Ça nous permet vraiment de confirmer notre lecture de la loi, à savoir qu'il y a des adaptations à faire en matière de télétravail. Le sujet est fort intéressant. On s'est permis là, de vous poser des questions au fur et à mesure. Naturellement, vous aurez accès là, à l'information puis à la présentation de Carl. Carl, la question qui est souvent posée, bon, on veut s'assurer de la santé et sécurité. Est-ce qu'on doit fournir, nous, comme employeurs, une chaise ergonomique ou une table de travail ou des conditions optimales à la maison? Parce qu'on sait qu'à 51, il y a différentes conditions, là, le chauffage, l'éclairage et autres. Est-ce que c'est la responsabilité, je dirais, économique de l'employeur ou quel type de responsabilité à ce moment-là l'employeur a quant au contrôle dans un lieu qui n'est pas sous sa supervision? Alors, la loi prévoit d'abord, je vais répondre à la question, mais d'abord, c'est important de noter que la loi prévoit que l'employeur doit fournir les équipements de protection. Il y a certaines d'autres dispositions spécifiques, par exemple en matière de bottes de sécurité. Dans certains contextes très particuliers, des employeurs qui doivent avoir des chaises ou des bancs. Mais pour répondre à votre question, Caroline, pour moi, le matériel de télétravail, alors le bureau que j'utilise pour travailler et la chaise, l'employeur n'a pas l'obligation de le fournir comme tel. Pour moi, c'est plus une obligation d'information sur comment travailler de manière sécuritaire. Alors, probablement qu'une manière de répondre à cette exigence-là de la loi, d'informer les employés, c'est de donner quelques recommandations sur l'ergonomie de travail. Il y a certains employeurs qui le prévoient dans leur politique. Et également, là, on parle de la LSST. Il y a d'autres considérations parce que ce genre de questions peuvent être réglées soit par une convention collective, soit par un contrat de travail, soit par une politique même. Mais si on regarde la LSST, pour moi, l'obligation de l'employeur est davantage celle d'informer les employeurs sur travailler correctement et d'avoir un environnement ergonomique et sécuritaire. Alors, j'ai une question aussi à cet effet-là qui va rejoindre un peu deux préoccupations. Un, tout à l'heure, on a dit essayer de limiter le lieu de travail pour que tous ces éléments-là, on s'en assure dans un premier temps. Également, comment moi, comme employeur, je peux savoir si une personne se blesse, et puis c'est la question qui nous est posée, se blesse à la maison. Est-ce qu'elle était dans le lieu de travail où là, on s'est assuré, l'employeur et le travailleur, d'une situation optimale pour protéger la santé et sécurité? Mais ça va faire un petit brassé de lavage, puis elle se blesse. Là, on parle de deux lois d'indemnisation. Je vous l'ai dit au début. Si c'est à l'occasion du travail, naturellement, il y a une grande souplesse. Mais moi, comme employeur, j'ai une responsabilité. Ultimement, le travailleur est indemnisé, mais tant pour la surveillance ou en tout cas l'encadrement des mesures de sécurité que la survenance d'un incident, comment je peux prévoir la façon de faire et d'intervenir lors d'une situation particulière là, qui impliquerait un incident là, qui crée à ce moment-là un dommage?
Oui, alors d'abord, il faut dire que, en effet, et ça a été reconnu, alors que pour le volet prévention et santé-sécurité, peu de précédents ou pas de précédents au Québec, mais pour le volet réclamation, donc accident du travail, maladie professionnelle auprès de la CNSST, nos tribunaux reconnaissent qu'un accident du travail ou une maladie, donc une lésion professionnelle, peut survenir en situation de télétravail. Alors, ça, c'est la première chose à savoir. Maintenant, vous soulevez une question pratique intéressante et pas évidente à gérer nécessairement dans les faits, mais c'est la notion justement de vérifier et de savoir si un incident qui est déclaré, qu'est-ce qui s'est passé exactement. Je pense qu'il y a plusieurs outils à la disposition de l'employeur. D'abord, en effet, comme vous l'avez mentionné vous-même, c'est de limiter dans la politique le lieu de travail. Alors, le définir dans la politique, qu'est-ce qui représente le lieu de travail, un endroit spécifiquement désigné. Après, il faut prévoir également une obligation de déclaration d'accident du travail dans les plus brefs délais à la politique. Et enfin, bien entendu, sur réception d'une réclamation d'un travailleur, l'employeur doit faire une enquête et, pour utiliser un anglicisme, challenger les employés et vraiment faire enquête de manière rigoureuse pour savoir qu'est-ce qui s'est passé exactement, quelles sont les circonstances de l'accident ou l'incident allégué. Mais Carl, je ne peux pas aller chez le travailleur à n'importe quel moment donné, puis rentrer, puis vérifier que ce soit un accident ou que ce soit moi là, qui est dans mon bureau avec des fils qui sont par terre. Est-ce que, bon, en tout cas, on a suggéré souvent, puis vous me direz si je me trompe, est-ce que dans notre politique, il serait bon de prévoir un avis de quelle manière on peut se rendre ou s'entendre pour aller chez le travailleur pour vérifier? Mais merci de me le rappeler parce que, en effet, c'est un aspect vraiment stratégique et qui va vraiment jouer à l'avantage des employeurs parce qu'en le prévoyant dans une politique, certains droits d'accès avec des modalités pour bien encadrer et tenter de minimiser l'atteinte, si on veut, à la vie privée du travailleur, ça serait de prévoir à la politique justement certains droits d'accès ou d'enquête. Et l'avantage d'une politique communiquée à l'ensemble des employés en télétravail, c'est qu'on peut y prévoir des formules de consentement au niveau des enquêtes. Alors ça donne vraiment un avantage parce que sur communication et de la politique aux employés, ceux-ci peuvent remplir un formulaire de consentement comme quoi ils sont d'accord avec le contenu de la politique, et y compris les droits d'accès. Alors ça aussi, je pense que je parlais du coffre à outils des employeurs pour au niveau des réclamations d'accidents du travail qui malheureusement est une réalité qu'on ne peut pas éliminer complètement. Mais ça, c'est un autre outil à la disposition des employeurs. Et j'en ajoute un dernier. On en a parlé plus tôt, mais ça va me permettre de faire le lien en effectuant la prévention et également en avisant les employés de comment travailler de manière sécuritaire. De manière directe, selon moi, ça devrait également diminuer le risque d'accident du travail. C'est sûr, comme je dis, on n'y échappe jamais. Il peut en avoir, mais je pense que tous ces outils-là vont permettre d'aider à gérer. Également, enfin, il va soulever des questions où, comme vous le soulignez, Caroline, l'employé est allé prendre un café dans sa cuisine, est allé prendre une marche dehors, il a glissé dans ses marches. Pour moi, là-dessus, il y a toute une ligne de jurisprudence que je ne reprendrai pas aujourd'hui, qui s'applique au travail, mais qu'on peut importer au télétravail et pour moi, est encore plus favorable aux employeurs, soit que dans ces moments-là, l'employé n'est pas à l'occasion du travail, mais plutôt dans des activités personnelles. Le terme technique qu'on utilise est en train de sustenter. Alors, je pense que ça aussi, c'est un moyen qui pourrait être rassurant pour gérer les accidents du travail. Si ça répond à vos questions, ça va me permettre de continuer sur les risques potentiels, parce que c'est ça vraiment qu'il faut garder dans notre mire. C'est, oui, OK, nous allons effectuer de la prévention, minimiser les dossiers de lésions professionnelles, assurer un travail sécuritaire plutôt tenter d'assurer
un travail sécuritaire de la meilleure manière possible pour la main-d'œuvre. Mais c'est important aussi de garder but, c'est quoi les conséquences potentielles et comment on se protège et on les minimise. Le premier qui est, disons, le moins, le moins, disons, en fait, qu'il n'y a pas de conséquences financières, mais plus qu'il y a un avis de correction que les inspecteurs de la CNSST peuvent imposer. Alors, ils constatent, comme on peut le voir à l'article 182, que s'ils sont d'avis que l'employeur ne se conforme pas à la LSST ou un de ses règlements d'application, ben, ils vont transmettre à l'employeur un avis de correction avec un délai pour s'y confirmer, décision aussi que si l'employeur n'est pas d'accord, peut contester avec un délai très court de contestation. Ça, c'est toujours bon de le savoir. Mais ça, c'est la première chose. Mais dans la mesure où l'employeur a une politique, il a informé ses employés, et qu'il a fait des suivis aux besoins, qu'il a appliqué sa politique, pour nous, ben, il ne devrait pas y avoir de correction, puisque ma position est celle qui rejoint celle de Caroline, si je le comprends bien, c'est que les obligations de l'employeur vont être respectées. Et tout à l'heure, Caroline, vous parliez plus du volet pénal et des possibilités d'amende, et j'y arrive, sur les articles 236, 237 de la loi sur la santé et la sécurité du travail. Alors, en plus En fait, oui, excusez-moi. Avant que vous preniez la section pénale, on a beaucoup de gens là, qui sont pas des avocats autour, puis qui se disent, moi, tout ce que je veux, c'est de m'assurer que les gens, puis mes travailleurs sont en santé et sécurité. Il y a la limitation de la vie privée, de leur domaine personnel. Je veux intervenir, je vais être en mesure de voir s'il se passe un accident. Je comprends que ces mesures-là, puis vous l'avez bien dit, là, vous avez dit informez-les, vérifiez avec eux s'ils sont conscients là, de certains risques dans l'entourage. Je vais simplement répondre à une question qui est trop posée, là, puis que je ne peux pas. Je vous en prie. Moi, je ne les vois pas avec mon PowerPoint. Parce que moi, je sais que vous ne les voyez pas parce que vous avez, mais je vais vous dire pour tous ceux là, qui se posent la question, comment je fais pour vérifier, d'aller sur les lieux du travail, de vérifier si effectivement l'accident a eu bien lieu de la même façon. Il y a des gens qui me disent, est-ce qu'on peut prévoir un avis plus court? On n'oublie pas que l'article 256 prévoit là, que l'employé doit aviser l'employeur. C'est bon de retrouver ça dans la politique, qu'il y ait un avis immédiat en cas d'incident pour vérifier. Et pour ce qui est du contrôle, c'est vrai que vous le dites, on ne contrôle pas l'environnement de travail, puis je vais vous dire, vous ne contrôlez pas non plus si moi, je vais aller travailler dans la cuisine ou dans mon salon sur mon pouf, puis pas sur ma chaise ergonomique. C'est certain que c'est une sensibilisation qu'on fait. C'est un retour, des rappels, des bonnes façons de faire. Puis vous allez voir, lorsqu'on va parler de plus de relations humaines, là, puis de communication, que tout ça, c'est des notions de confiance qui se font avec le travailleur. Puis le travailleur aussi a cette obligation pour lui-même. Alors, personne ne veut un accident de travail. Personne ne veut en faire en sorte qu'on se blesse à la maison ou qu'on développe une scoliose parce qu'on est mal assis ou qu'on est trop souvent devant notre ordinateur. Alors, c'est un petit peu ça qu'on vient prévoir dans la politique, les pauses, la façon. J'ai même vu des entreprises qui m'ont dit, ben nous, on a à chaque heure, il y a 2 minutes où la personne s'étire, fait quelques exercices. C'était bon au travail et c'est encore bon en télétravail. Alors, il ne faut pas penser qu'on avait plus de contrôle parce qu'on maîtrisait l'environnement, mais les bonnes pratiques et cette communication, cette confiance-là avec le travailleur vont aider tant pour le travailleur que pour les obligations de l'employeur à bien communiquer là, puis à faire en sorte que l'environnement soit optimal pour faire le travail. C'est certain qu'on a pris des mauvais plis, on le voit pendant les 10 mois où le travail s'est fait. Peut-être que de temps en temps, on va sur la chaise de cuisine qui est moins ergonomique, une table trop basse. Alors, on a dans les entreprises, puis vous le verrez par la suite, développé des formations pour démontrer de quelle façon on s'assoit, de quelle façon c'est bon d'aller prendre une marche quand on est sur l'heure du dîner. C'est tout ça qu'il va falloir apprivoiser dans l'avenir, mais ça ne change pas par rapport à l'application de la loi sur la santé et sécurité. Et dans ce cadre-là, je pense que Carl le dit bien,
oui, il y a des façons. Quand on parle de risque potentiel, il en viendra parce que c'est vrai que les employeurs me disent mais qu'est-ce que je peux faire quand je n'ai pas de contrôle? Puis on en parlera aussi avec Marie-Hélène Jeté par la suite. Qu'est-ce que je peux faire? Ce n'est pas de contrôler comme on le fait aussi au niveau du travail quand la tâche se fait bien, mais c'est d'informer et de faire un suivi pour rappeler les bonnes pratiques. Je pense que c'est ça, Carl, là, que vous avez énoncé, qui nous semble tout à fait justifié là, dans un contexte de santé et sécurité au travail et de bien-être de façon générale. Et je crois que les détails que vous donnez sur le contenu de la politique sont tous des très bons exemples de ce qu'on pourrait retrouver de manière à bien conseiller les employés sur comment travailler de manière sécuritaire. La formation, pour moi, qui en effet vient avec. Et donc, si je peux enchaîner avec le volet pénal, parce qu'en effet, c'est intéressant de le savoir. Mais on a vu, il y avait un volet que moi j'appelle administratif, qui est la vie de correction. Mais en même temps, en parallèle, la CNSST peut imposer une amende. Les cas les moins objectivement graves vont être couverts par l'article 236. Alors, vous allez voir, c'est des montants un peu moins élevés, mais c'est la même chose que l'article 182, mais au niveau de l'amende. Alors, c'est en cas lorsque la CNSST d'avis que l'employeur ne s'est pas conformé à la LSST ou bien à un de ses règlements d'application. Là, on prévoit une amende, comme je dis, somme toute relativement peu élevée, de 1 500 à 3 000 pour un premier cas d'infraction. Dans le cas d'une deuxième infraction pour la même disposition, la même règle, on passe à 3 000 et 6 000. Et par la suite, à un nouveau palier qui est entre 6 000 et 12 000. Mais comme je le dis, le moyen de minimiser, mitiger ce risque et par tous les moyens dont on a discuté précédemment aujourd'hui et qui permettraient de dire, non, les obligations de la LSST, ces règlements, l'employeur y adhère et est en conformité. On arrive au cas plus grave de l'article 237 qui vraiment vise les cas de blessures graves, de décès. Alors, vraiment, on peut se poser la question. Évidemment, on n'a pas de boule de cristal, on ne peut pas prévoir toutes les situations qui vont survenir. Ça m'apparaît peu probable, toutes les chances soient minces qu'un incident de la sorte arrive en matière de télétravail. On peut penser un employé qui branche son ordinateur dans une prise de courant et est électrocuté. C'est vraiment pour vous illustrer que c'est les cas vraiment les plus graves. Et dans ces cas-là, la CNSST sur enquête, et si c'est d'avis que l'employeur a compromis, et là je vais y revenir, a compromis directement et sérieusement la santé, la sécurité et l'intégrité physique du travailleur, commet une infraction. Et là, on voit les amendes sont maintenant plus élevées, 15 000 à 60 000 pour la première. Après, ça passe de 30 000 à 150 000 et 300 000 pour les subséquentes, au plus 300 000. Et là, la question de savoir avoir compromis directement et sérieusement la santé, la sécurité et l'intégrité physique du travailleur, je pense qu'il y a plusieurs aspects à soulever. D'abord, quitte à le redire, on est dans un contexte de télétravail. Et pour ces dispositions pénales-là, la notion de contrôle est vraiment, regarde, tout à l'heure, j'ai cité une décision canadienne, sous le code canadien, mais au Québec, en matière pénale, vraiment, nos tribunaux regardent la notion de contrôle. Alors, quoi qu'il n'existe pas de précédent en matière de télétravail, pour moi, ça va être la même notion qui va s'appliquer. Et là, je pense que la CNSST, dans son enquête, va se devoir de regarder et de faire la part des choses en disant, oui, OK, l'employeur, c'est pas, il faut faire la part des choses en sachant qu'il n'avait pas le contrôle direct. Par contre, ce que la CNSST va regarder, pour moi, dans son enquête, c'est qu'est-ce que l'employeur faisait pour encadrer le télétravail et tenter d'assurer un environnement exempt de danger. C'est là qu'en communiquant la politique à la CNSST, comme je dis, si le pire des scénarios venait à survenir, on aurait la politique, on pourrait dire, regardez, on a donné, tout à l'heure, Caroline, vous donniez des exemples concrets fort intéressants de ce qui peut se retrouver dans la politique. J'en ajoute un, par exemple, je donnais l'exemple des fils et des prises de courant. C'est un petit passage pour s'assurer de la sécurité de ça, que ça a été communiqué aux employés, que les employés ont confirmé avoir reçu la politique, donc celui qui a été victime de l'incident. Ça nous permet de dire qu'on a l'employeur fait preuve, c'est le mot-clé, j'apprends probablement pas ça à tout le monde aujourd'hui, qu'on a fait preuve de diligence raisonnable, qui est vraiment la défense à ce genre d'infraction-là. C'est d'avoir pris, même si je résume, les précautions raisonnables
pour respecter les règles de sécurité. Alors, comme on en parlait, la formation, application, suivi, sanction. Et enfin, oui, allez-y. On a beaucoup de questions intéressantes. On a parlé de télétravail. Moi, je m'en vais au Mexique, puis je travaille sur mon ordinateur. En fait, ça a été permis par mon employeur. Est-ce que je suis de juridiction provinciale au niveau de l'application pour la santé et sécurité? La LSST ne s'applique à une portée limitée au Québec. Alors, quelqu'un pourrait être à quelques mètres, passer la frontière de l'Ontario ou bien au Mexique, selon votre exemple. Il n'y a pas de différence. Vraiment, la loi ne va plus s'appliquer. Après, on peut toujours regarder les lois des autres juridictions pour voir s'il existe certains recours. Mais en termes de LSST, nos tribunaux ont reconnu qu'il y avait vraiment une application limitée à la province du Québec. Après, ça, c'est une autre chose, un autre sujet qui est vraiment d'actualité, qui dépasse un peu la question de la santé-sécurité, mais ce qui est de savoir est-ce qu'on demande à nos employés de rester au Québec, relativement proche de l'établissement? Ça, c'est toute une autre question. Puis encore une fois, et pourrait me dire si quelqu'un va couvrir dans sa formation aujourd'hui. Mais c'est ce genre d'aspect aussi qui mériterait d'être traité dans une politique. Alors, oui, naturellement, si je permets à mon employé d'aller travailler ailleurs, il y a deux distinctions que les gens oublient souvent. Il y a la question de santé et sécurité et il y a la question d'indemnisation. Alors, l'indemnisation à l'occasion ou par le fait même du travail, que je sois à l'extérieur ou pas du Québec, si j'étais pour mon employeur et que je me blesse, oui, la LATMP va s'appliquer. On me demandait l'article précis là, par rapport au fait qu'il y a une déclaration. En fait c'est parce que c'est la LATMP, l'article 256, qui nous dit qu'on doit déclarer, qu'un travailleur doit déclarer. Moi, je vous dis, mettez-le dans la politique parce que la jurisprudence souvent ne reconnaît pas, et ça, je mets un terme également, j'intègre la question de la présomption. Alors, la présomption, vous savez très bien que l'article 28, en télétravail ou dans l'établissement, la présomption va s'appliquer également, au moins que Carl, peut-être, c'est un élément important, parce qu'on le retrouve à l'occasion du travail, sur les lieux du travail. Quelle sera la présomption? Comment va-t-elle s'appliquer en vertu de l'article 28? Ça pourrait être une question intéressante qu'un expert comme vous pourrait nous éclairer. Oui, et de mémoire, pour avoir vu la jurisprudence de mémoire, de distinction en matière d'article 28, parce qu'on considérait comme la situation d'être en télétravail comme être à l'occasion du travail. Alors, c'est la même chose. La présomption de l'article 28 va s'appliquer. Oui. Là, j'aime ça parce que j'ai des questions. Moi, je peux les lire, vous ne les voyez pas. Oui. On dit, par rapport aux lois des États-Unis ou du pays qui s'applique, si un accident de travail survient ailleurs au Québec, en fait, je vous le dis, à l'occasion, que ce soit à la maison, que ce soit à l'extérieur, si moi, je suis en Europe et que je me blesse lorsque je fais une conférence pour le CPQ, par exemple, ce sont les lois du Québec qui, à mon avis, s'appliquent, à moins que, Carl, vous nous dites que ce seraient des lois hautes et que je devrais intenter une poursuite en vertu de d'autres lois que la LATMP. Quelle serait votre réponse à cette question-là? Oui, et c'est une bonne question que vous posez. Il faudrait que je me rafraîchisse la mémoire. J'ai regardé la question pas plus tard que la semaine dernière, mais c'était pour des employés domiciliés d'une autre province et qui travaillaient, qui se déplaçaient au Québec. Et il faudrait que je revoie, malheureusement, avec mon PowerPoint, je n'ai pas accès à ma loi, mais c'est une question de domicile. C'est prévu au début de la LATMP dans la section de champ d'application, mais c'est une bonne question. Si jamais la personne a la question, vous pouvez me la transférer après. Ça va me faire plaisir d'y répondre. C'est juste une question de regarder ma loi, mais pour l'avoir regardé la semaine dernière, j'ai comme un blanc momentané. Okay. Je vous dirais que c'est ça. Alors, je vous ai un peu précipité parce qu'il nous reste 5 minutes.
Il y a quelqu'un, Émilie Savard, qui nous dit que c'est l'article 8 de Tout à fait, sur le champ d'application, oui. Oui, travailleur victime d'un accident du travail survenu hors Québec et d'une maladie professionnelle contractée hors Québec. Lorsque l'accident survient ou la maladie est contractée, il est domicilié au Québec et son employeur… Voilà, c'est la notion de domicile qui est déterminante. Évitez mais vous me le rappelez, c'est ça, c'est vraiment la notion de domicile qui est alors un employé. Alors, je comprends qu'en télétravail, parce que ça, c'est des questions qu'on nous pose souvent, surtout au niveau du télétravail. Si moi, je décide de m'en aller hors Québec, puis que mon domicile n'est plus au Québec, puis je travaille, parce que ça va devenir une réalité dans les prochains mois, les prochaines années. Je reste au Mexique, mais je travaille tout de même pour mon employeur. Je fais des WebEx de toutes sortes. Ce n'est pas la loi du Québec à ce moment-là qui s'appliquerait, mais ce serait la loi qui concerne le domicile de la personne. Ça, c'est important. C'est pour ça que quand on vous parle de déterminer par une politique le lieu de travail, puis les obligations qui s'y rapporteront là, par rapport à vos engagements. Si vous avez pris des engagements de se dire, moi, le lieu de travail, c'est à tel endroit, puis tout à coup, le travailleur vous dit, bien, moi, je travaille dans un endroit où il n'y a pas Internet, vous devriez me fournir l'Internet. Alors, on délimite le plus facilement possible tant le lieu de travail qui est la maison que l'espace où la personne exécute son travail pour maximiser les chances qu'on assure la santé et sécurité, que l'éclairage est bon, que la façon d'évoluer à travers le travail de tous les jours peut à tout le moins là, être expliqué puis être protégé d'une certaine façon. Alors, bon, alors il y a beaucoup de questions. Je vais vous laisser, il reste 3 minutes. Je vais vous laisser conclure sur vos éléments. Vous avez fait fureur là, par votre… on savait que les enjeux étaient grands. On savait que oui, l'employeur veut toujours faire en sorte de maximiser là, puis de la protection des travailleurs. On veut les garder en santé au travail. Et puis, on veut faire en sorte que pour eux, qu'ils soient soit à l'établissement, soit à l'extérieur, puis c'était l'objet un peu de notre propos, ils aient une façon de travailler pour leur permettre d'assurer leur propre santé et sécurité. Et il ne faut pas oublier le paragraphe 2 de l'article 49 qui dit que le travailleur aussi, je sais que vous l'avez nommé un petit peu plus tôt, mais le travailleur aussi doit s'assurer de protéger sa propre santé et sécurité. Alors, quand on arrive avec des questions de santé psychologique, de santé mentale ou autre, vous avez dû entendre Carl hier était avec des experts qui disaient ça prend une volonté, une collaboration de part et d'autre, parce que oui, il y a une relation de confiance, il y a une façon d'organiser les choses, il y a des obligations légales. Alors, il faut vraiment faire en sorte de retrouver à ce moment-là un juste équilibre de confiance, tout comme vous faites confiance à votre travailleur lorsqu'il travaille à la maison. Alors, vous ne le contrôlez pas à tout moment pour savoir s'il est en train de travailler, mais vous avez à ce moment-là bien donné les informations, les bonnes directives, la façon de faire et les bonnes pratiques, et on les répète, on les ramène. Si un incident se passe, on le sait il y a toujours certains éléments qu'on ne peut pas contrôler, que ce soit en sortant de sa maison le matin ou autre. Alors, on fait le maximum à ce niveau-là. Et il faut distinguer parce qu'on me demande toujours, oui, si je me blesse dans le cadre de mes fonctions, que ce soit à la maison, que ce soit au travail, que ce soit à l'occasion du travail, à ce moment-là, l'indemnisation est prévue. C'est une assurance. Alors, c'est une assurance que les employeurs ont consentie il y a bien des années pour ceux qui nous ont entendus avec le principe de Meredith. Alors, c'est un régime sans faute. Il y a des complexités quand on est en télétravail pour toutes les questions que vous m'avez posées relativement à comment je peux m'assurer que ça s'est vraiment passé dans le cadre où le travailleur me le dit. Je vous nommais l'article 256 qu'il devrait déclarer le plus rapidement possible. Il y a des situations où ce n'est pas possible et de faire en sorte là, que cet élément-là puisse être vérifié par une entente où on prévoit se rendre au domicile là, pour faire enquête le cas échéant. Alors, il y a beaucoup de questions. Les questions vont être données à Maître Trudeau pour y répondre s'il y en a en particulier.
Ils vous seront transmises, M. Trudeau, et puis tous les participants auront accès s'il y a des questions auxquelles que j'ai pu vous poser. Alors, je pense que je vous ai posé la plupart, mais je vous les remettrai. Je vous remercie infiniment de votre présence. Je sais qu'il y avait un grand contenu qui visait la santé et sécurité. Ce n'est pas toujours facile de le faire. C'est tout un défi avec moi qui parle en plus et qui vous interrompt, et des questions qui viennent du public, mais vous avez été très éclairant. Et bon, j'invite les gens qui auraient des cas particuliers ou des questions particulières à se référer à vous pour l'avenir, puisque c'est des domaines dans lesquels vous avez une large expertise.